Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la communication. Donc, je vais animer ce webinaire avec Lionel. Lionel Saninas, qui est conseiller comme moi à la Chambre de métier de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, pour cette visioconférence, on va utiliser Zoom. Il y a deux fonctionnalités pour lesquelles vous allez pouvoir intervenir avec nous. Donc, c'est Lionel qui sera en charge de gérer toute la partie chat, conversation et aussi un espace pour poser les questions. On vous incite plutôt à utiliser l'espace poser une question qui nous permettra ensuite de pouvoir répondre à des questions si nous ne pouvons pas y répondre directement en ligne. Et l'objectif, c'est de terminer cette visioconférence à 9h45, donc 1 heure pour la communication, pour communiquer auprès de son entreprise. C'est bon, Lionel, tu m'entends? C'est parfait, le chrono est lancé. Ok, merci. Donc, on est parti sur un besoin qu'on a identifié au niveau des entreprises. Vous avez créé votre entreprise, vous avez développé, vous êtes en cours de développement d'un produit, d'un nouveau produit, d'un service. Comment le faire savoir? Donc, une question qu'on nous pose souvent au niveau des collègues en charge du numérique à la chambre de métier. Et donc, pour cela, il va falloir établir un plan de communication. Alors, c'est quoi un plan de communication? Pour faire simple, c'est tout ce qu'on va mettre en œuvre, toutes les actions de communication qu'on va imaginer pour faire la promotion d'une marque, d'une manifestation, d'événements ou tout simplement de son entreprise. Alors, comment faire un plan de communication? Il y a à peu près 7 grandes étapes qu'on va détailler ce matin. La première sera de tenir compte du contexte du projet, la finalité de ma communication et qu'est-ce que je veux valoriser. Est-ce que je veux valoriser un événement, exemple, parce que je suis présent sur les marchés de Noël, ou est-ce que je veux travailler la communication de mon entreprise en général pour faire connaître un label, un savoir-faire, exemple un label, ça peut être la RGE pour les entreprises du bâtiment. Ensuite, avant de se lancer dans la communication proprement dite, il va falloir définir des groupes cibles, c'est-à-dire mes publics. On va expliquer un petit peu ce qu'on appelle les groupes cibles. Ensuite, de déterminer les objectifs de la communication. Quel message je vais faire passer pour quel groupe de cibles. Ensuite, on va écrire, imaginer les actions de communication qu'on va lancer, aussi bien sur des supports physiques que sur des supports digitaux. On va le faire et surtout, à la fin, on fera un petit bilan. On va l'évaluer et regarder si la communication que j'ai engagée est pertinente. Est-ce que les retours sont bien là par rapport aux moyens que j'ai engagés et notamment les moyens financiers. Et ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est de vous donner des outils et notamment des outils gratuits ou des approches gratuites pour faire de la communication pour son entreprise. Alors, quelles sont mes cibles? Déjà, vos clients, ce n'est pas tout le monde. Vous n'allez pas vous adresser à tout le monde de la même manière. Même si vous avez une base de données qui présente une grande diversité de contacts, vous avez forcément un cœur de cible. Cœur de cible, par exemple, ça peut être de dire je suis esthéticienne, je vais peut-être m'adresser plutôt à des femmes. Je suis dans la mécanique, je vais plutôt m'adresser à des gens qui ont une voiture ou qui ont un certain profil ou une certaine catégorie d'âge. Et quand on dit une base de données, c'est tous vos contacts que vous avez ou toutes les coordonnées de personnes de vos clients. Et donc, il va falloir identifier ces segments par rapport à des habitudes, à des profils. Ça peut être par exemple au type de consommation, au comportement, au panier moyen, à la fréquence de visite dans votre entreprise ou sur votre site internet. Est-ce que c'est des gens qui appartiennent à un groupe ou qui ont qui participent à un groupe, qui font partie d'associations ou qui ont des modes de vie ou des hobbies particuliers. Et donc ça va nous permettre d'avoir une communication plus spécifique et adaptée aux besoins de chaque segment. Et ça nous permettra d'avoir un meilleur retour sur investissement, c'est-à-dire qu'on sera peut-être amené à réaliser des outils de communication spécifiques à certaines catégories. Exemple, si je m'adresse à des jeunes qu'on va plutôt rencontrer sur des réseaux sociaux, bien entendu, on ira sur ce type de réseaux sociaux. Et s'ils sont très jeunes, ça peut être par exemple TikTok. Et si j'ai des profils de personnes peut-être un petit peu plus âgées, j'irai sur des profils, sur des outils de communication, par exemple, comme Facebook. Alors, quelles sont mes cibles?
On a identifié au niveau des entreprises artisanales 3 grandes familles, ce qu'on appelle les particuliers. Et là, on pourra éventuellement distinguer en fonction si c'est des hommes, si c'est des femmes, en fonction de l'âge, en fonction de la localisation. La localisation, ça peut être la commune, le département ou la région. Exemple, si je fais un marché de Noël, si par exemple ce week-end j'étais en train de faire un marché de Noël, ben, et que j'étais implanté à Auxerre, ça ne sert à rien que j'invite les gens qui étaient situés à Marseille ou à Paris. Inversement, c'était plutôt pertinent d'inviter les gens proches de ma commune pour les inciter à venir me voir dans ma boutique ou sur le marché de Noël. Ça peut être aussi en fonction de centres d'intérêt. Les professionnels, on va pouvoir les identifier par rapport à des codes d'activité. Quand on a une activité professionnelle, on a un code NAF. Et aujourd'hui, on pourra très bien lister des entreprises qui ont certains codes d'activité. Exemple, moi, je suis réparateur, je fais de la maintenance pour l'industrie. Eh ben, je vais aller voir certains profils d'entreprise. Et ces profils, je pourrais les sélectionner en fonction des effectifs ou de la localisation géographique. Et un troisième profil qu'on oublie, que certaines entreprises oublient souvent, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est collectivité et services publics. Alors bien sûr, il y a le code des marchés publics pour tout ce qui est marché ou commande avec le secteur public. Mais qu'est-ce qu'on appelle une collectivité? Ce sont les mairies, les comités de communes, le conseil départemental, le conseil régional, l'État. Mais c'est aussi, par exemple, les EHPAD. Et donc ça, ces secteurs-là, il ne faudra pas non plus oublier d'aller les solliciter, de les contacter éventuellement par rapport à mon métier, par rapport aux produits, aux services que je vais pouvoir proposer. Pour communiquer, il va falloir disposer d'une liste de prospects de clients. Alors, cette liste, il y a plusieurs moyens de l'obtenir. Si je veux leur écrire, bien entendu, donc il va falloir aussi utiliser des supports papier. Et pour écrire, il faudra bien sûr détenir l'adresse postale. Si je contacte une personne ou si j'ai rendez-vous en présentiel, bien entendu, il faudra aussi que je dispose son adresse postale pour aller chez elle. Et si je veux les solliciter de manière électronique, là, ce sera de disposer du mail. Donc, le travail qu'il va falloir faire, c'est de faire une liste et on va réaliser un fichier clientèle. On va lister tous les contacts qu'on dispose. Alors, souvent, on nous fait la remarque, oui, mais j'ai très peu de contacts. Mais si on regarde bien, vous pouvez avoir une liste assez conséquente. Et comment la réaliser? Moi, je vous invite à la réaliser soit avec un logiciel dédié, il y a des logiciels de gestion de fichiers clientèle, ou alors tout simplement en faisant un fichier Excel. Ce que je vous présente juste après, c'est un exemple de fichier Excel où on va remplir les champs dont on dispose, et notamment si je veux leur écrire, je remplirai la colonne courriel, mais on va pouvoir aussi rentrer le nom, le prénom de la personne, son adresse, son code postal, sa commune. Donc ça, notamment après, si je veux faire des sélections par territoire, par zonage ou par localité. Éventuellement, le téléphone portable si on voulait faire de la relance par SMS, le téléphone fixe, et on peut aussi se rajouter des colonnes de tri pour faire des sélections, de dire ça c'est un client particulier, professionnel, ou voilà, pour qualifier son fichier. Alors, ce document, il est à remplir au fil de l'eau. C'est un travail au quotidien qui va payer à long terme. Alors, au début, ça peut représenter un travail, un petit peu de travail pour faire le premier fichier. Mais ensuite, il faut surtout penser à l'activer, à le mettre à jour, pardon, à le compléter au fil de l'eau. Alors, comment récupérer ces données? Ça peut être déjà de consulter sa messagerie, de reprendre tous les mails des entreprises qui nous ont contactés ou des particuliers qui nous ont contactés et de le saisir dans ce fichier Excel. Si vous n'avez pas le nom, pas le prénom, vous saisissez que le mail. Ça peut être aussi de faire des exports de ces logiciels de gestion de facture. Normalement, souvent, je dirais même, les fichiers de comptabilité, de gestion devraient avoir une fonction export de données. Également, si vous avez un site internet de vente en ligne, pensez régulièrement à faire un export de son fichier clientèle. Et ce sont des formats de fichiers qui vont être présentés au format texte. C'est des fichiers qu'on rencontre avec l'extension TXT ou le format CSV, voire Excel. Alors, le fichier CSV, pour faire simple,
c'est un fichier Excel où il n'y a pas du tout de mise en forme, de mise en page. C'est simplement ce qu'on appelle des données brutes. Donc, vous avez une mine d'informations dans vos logiciels. On va essayer de les mettre dans un seul fichier pour ensuite permettre une utilisation et de contacter ses clients, ses prospects. Alors, comment constituer sa liste de contacts? Déjà, il n'existe pas d'annuaire de mail. Ça n'existe pas les annuaires de mail. Ça va être à vous de vous faire votre liste de contacts. Alors, pour les particuliers, comment la faire? Tout simplement, ça peut être d'imaginer, par exemple, des cartes de fidélité. Certaines entreprises mettent en place des cartes de fidélité. Eh ben, lorsque vous allez réaliser cette carte de fidélité, vous pouvez aussi rajouter un champ, demander l'information du mail. Ça peut être aussi l'organisation de jeux concours. Donc, dans un jeu concours, on peut aussi demander le mail de la personne et ça nous permettra de récupérer des mails de contact de prospects. Ça peut être aussi de proposer l'inscription à un newsletter sur son site internet. Ça peut être lors de la prise de coordonnées de rendez-vous lorsque vous êtes présent sur une foire, un salon ou lors de rendez-vous auprès de vos clients. Ça peut être aussi à l'occasion de l'envoi de devis de factures. Moi, si je veux envoyer un devis à un client, il faudra bien entendu que j'ai son mail. Donc, ça peut être aussi l'occasion de récupérer des mails et de rentrer dans sa base de données. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais il y a d'autres manières de collecter les mails au fil de l'eau de ces contacts au quotidien. Pour les professionnels, je vous déconseille ou on évitera d'acheter des listes parce que ça peut coûter très cher et surtout quelles sont les informations qui seront présentes dedans et quelles seront la source. Moi, je vous propose plutôt, si vous voulez lister des entreprises, des sociétés, vous avez un outil, un site internet, donc je vous ai mis l'adresse en dessous, sirène.fr. C'est des données qui sont libres, données par l'INSEE, et on va être capable de faire des extractions d'établissements par zone géographique, par code d'activité. Exemple pour Lyon, ça représente plus une base de données de 57 000 coordonnées d'établissements qui ont un numéro SIRET. Alors, ça représente des établissements privés, mais également des établissements publics comme des comités de communes, des EHPAD, toutes les structures qui ont un numéro SIRET, on peut les retrouver gratuitement, les télécharger à l'échelle de la France. Et donc après, vous pouvez, je dirais, obtenir une liste, la triturer et en faire des extractions et de sortir, et par exemple, que les entreprises qui ont une activité de garage, parce que moi, je suis une entreprise et je propose des prestations au garage, par exemple, d'entretien, de ponts élévateurs ou de choses comme ça. Pour ce qui est des collectivités, on peut se faire connaître aussi via des sites de marché public. Vous pouvez très bien créer des comptes et ça permet aussi d'être de se faire identifier dans des structures. Et donc, exemple, on a une plateforme en Bourgogne qui s'appelle la plateforme des marchés publics de Ternum, donc du territoire numérique de Bourgogne-Franche-Comté. Vous pouvez identifier votre entreprise sur cette plateforme et ça vous permettra aussi de générer des contacts, de mise en relation, donc pour vous faire connaître et collecter des coordonnées de contacts. Alors Lionel, je me permets de faire une toute petite pause. Est-ce que tu as des questions ou des remarques qui viendraient des participants? J'ai une petite question de Laetitia qui me demandait est-ce que sur les salons, puisqu'on parlait des salons ou des marchés, il est possible d'ouvrir un petit cahier, un petit papier qui permettrait aux clients, aux prospects de s'inscrire et de ne pas perdre de temps pour pouvoir qu'on puisse les rappeler derrière. Donc, je lui ai indiqué que effectivement, c'était possible, mais attention à la RGPD, la réglementation des droits, et qu'on allait en parler ce matin. Alors, on peut le faire sous forme papier. Je dirais aussi l'inconvénient lorsque je vais noter mes coordonnées, je vais pas dire une feuille volante sur une table, hein, mais je vais aussi, moi, pouvoir voir les coordonnées des autres personnes qui sont passées avant moi. Le plus simple, c'est même de mettre en place un petit outil de prise de coordonnées en ligne avec tout simplement un flash code. Et j'ai notamment vu ça ce week-end sur un marché de Noël, quelqu'un qui avait mis en place un petit flash code sur sa nappe et on pouvait flasher et s'inscrire sur la newsletter de l'entreprise
ou laisser ses coordonnées, notamment sur une foire ou un salon. Donc ça, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais surtout cette liste, vous ne la laissez pas à la vue de tout le monde, c'est vous qui notez les coordonnées. Alors moi, je préfère le faire de manière numérique, parce que lorsque les gens écrivent eux-mêmes leur adresse sur des morceaux de papier, sur des feuilles, souvent, on a des fois du mal à relire et il peut y avoir des fautes. Et ça, donc le plus simple, c'est le support numérique, mais l'astuce que tu as évoquée, Lionel, est totalement possible et ça fait partie des pistes qu'on peut imaginer pour avoir des coordonnées de personnes. Alors, je vais continuer. Ensuite, lorsqu'on va vouloir préparer sa campagne de communication, quels sont mes objectifs? Quel va être mon objectif de ma communication? Est-ce que c'est se faire connaître? Est-ce que je veux développer une marque, faire connaître une marque, un produit, un événement, c'est-à-dire développer ma notoriété? Donc là, c'est plus de la communication au sens large. Est-ce que je veux vendre et déclencher un acte d'achat? Ou est-ce que je suis en train de me lancer sur un nouveau marché? Ou est-ce que je suis en train de convaincre? Donc là, on aura un message qui sera un petit peu plus précis, et notamment si on veut déclencher l'acte d'achat, si on a un site internet de vente en ligne, il faudra peut-être envoyer directement les contacts sur la page boutique et non pas sur la page d'accueil du site internet, pour directement les envoyer au cœur pour présenter le produit. Et je dirais que le client est presque plus qu'à cliquer sur ajouter au panier et payer. Est-ce que mon objectif, c'est de lancer une campagne de sensibilisation parce que je suis en train de changer mon image de marque, ou je suis en train de faire passer un message, par exemple sur l'écologie, sur les aspects sociétaux, social de l'entreprise, parce que je me lance dans des produits bio, par exemple, ou des savoir-faire particuliers. Est-ce que je veux faire adhérer mon public à un concept ou une nouvelle méthode de travail? Est-ce que je suis dans une phase plutôt d'information, où là, j'essaye de développer mon réseau. Je veux conquérir de nouveaux prospects. Je veux fidéliser mes clients. Donc là, par exemple, c'est de relancer les personnes qui me contactent. Euh, comment est-ce que je pourrais renouer le lien avec elles, ou renforcer les liens avec mes clients? Donc déjà, des gens qui me connaissent, mais de renouveler une campagne de communication, et on le présentera un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, ensuite, on va définir quels sont les messages par rapport à mes groupes de cibles. On va adapter son discours à sa cible et on va utiliser des outils de communication qui vont être adaptés à mes cibles. Si je prends par exemple les habitudes d'utilisation, est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui utilise les pages jaunes, ou quelqu'un qui a un profil de personne qui va sur Facebook? Euh, si je sais que mon public est plutôt sur les pages jaunes, il faudra que j'aille sur ce créneau. Et alors, ça peut représenter des investissements financiers pas négligeables. Et si à l'opposé, je suis plutôt sur des publics qui sont plutôt fans des réseaux sociaux, alors j'ai mis Facebook, j'aurais pu mettre Instagram, j'aurais pu mettre TikTok et d'autres, il faudra que j'utilise le même vecteur, le même moyen de communication que ma cible. Mon public, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt papier, ou plutôt qui est sur les outils numériques? Pareil, ça peut dépendre des catégories socio-professionnelles, ça peut dépendre de l'âge, ça peut dépendre de tout un tas de facteurs. Donc, j'adapterai mon outil de communication à ma cible. Comment est-ce que je vais cibler mes différents publics? Vous avez par exemple aussi la presse quotidienne régionale, hein, c'est le journal du territoire. Donc là, on va cibler plutôt les particuliers au sens large. Mais si je suis professionnel, peut-être que là, j'ai intérêt à faire des publications dans des revues spécialisées, où on va toucher un cœur de cible très particulier. De même, je peux faire de la communication dans des médias. Alors, ça peut être la télé, la radio, des supports papier,
qui peuvent avoir une portée nationale ou locale. Et nous, par exemple, au niveau des chambres de métiers, on accompagne un certain nombre d'entreprises, d'artisans, notamment, on a des partenariats avec des radios locales où on a un certain nombre d'entreprises qui sont amenées à témoigner sur les radios locales. Et donc, ça peut être aussi des moyens de communication pour l'entreprise. Et notamment, c'est des témoignages, ce sont de la communication gratuite. Et on a pu le voir aussi lorsque des entreprises passaient sur des supports style radio, télé, ça peut avoir des retombées parce qu'on parle de vous et ça fait le lien avec les actions ou les autres actions que vous avez pu mener au quotidien dans l'entreprise. Alors, le plan de communication, c'est important, c'est quand est-ce que je vais communiquer. Donc, on va être amené à faire un rétro-planning. Alors, comment est-ce qu'on fait un rétro-planning? Eh bien, on part tout simplement à compte à rebours. On va partir de la date à laquelle je veux communiquer et on va revenir en arrière et définir toutes les étapes de communication que je vais devoir engager. Exemple, pour faire ce webinaire aujourd'hui, on a lancé la communication plusieurs jours avant ou 1 ou 2 semaines en amont. Et en amont, on avait encore défini le sujet, sur quel support on a utilisé. Et voilà. Donc, on a défini tout un planning et on essaie de tenir ce planning pour arriver justement à la communication pour le jour J. Et dans ce plan de communication, on va intégrer toutes les étapes et aussi les coûts, ce qu'on appelle les coûts directs et les coûts indirects. Alors, le coût direct, c'est ce que je vais payer. Exemple des coûts directs, ça va être un encart publicité dans le journal, ça va être un envoi par la poste. Et les coûts directs, c'est des coûts qu'on ne paye pas directement, mais ça peut être par exemple le temps qu'on va y passer. On peut très bien avoir des actions de communication qui ne coûtent rien, mais on peut passer énormément de temps à la préparer. Et si vous êtes en train de faire cette communication, vous n'êtes pas en train de fabriquer ou de faire autre chose. Donc, ça peut aussi des fois représenter des coûts importants dans l'entreprise. Donc, bien intégrer combien ça va me coûter directement et éventuellement le temps y passer ou les conséquences que ça peut représenter. Donc, communiquer, c'est prévoir et anticiper. Lorsqu'on va faire son outil de communication, il va falloir penser à la conception, comment je vais le concevoir, avec quels outils. Ensuite, il y aura la réalisation, le montage, éventuellement l'impression si on est sur des supports physiques, exemple des cartes de visite, des flyers, des affiches. Ensuite, il y aura la publication. Est-ce qu'il y a des délais si on envoie ça par la poste? Par exemple, si on vous envoie ça par la poste on peut vous dire il y a 5 jours de délai. Et également, si on doit diffuser dans des journaux, il peut y avoir des délais, et notamment lorsqu'on travaille avec des collectivités ou dans des revues qui ne sont pas publiées tous les jours, mais par exemple tous les mois ou tous les 2-3 mois, souvent, faut anticiper 1 mois ou 2 mois avant la maquette pour transmettre l'organe de conception. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros travail d'anticipation et c'est souvent pour cela que lorsque vous participez à des foires ou des salons, si vous voulez que votre encart, qu'il y ait un encart de votre entreprise dans les différents supports, on vous sollicite plusieurs semaines, voire plusieurs mois en amont, tout simplement parce qu'il y a toute cette période de conception, de réalisation en amont. Et on peut aussi planifier la diffusion des outils, et notamment si on a des outils numériques, on va pouvoir paramétrer la diffusion des publications sur Facebook ou l'envoi de newsletters. Exemple, si on estime qu'une newsletter ou une publication Facebook doit être envoyée le vendredi à 18h, on pourra le paramétrer dans ces outils pour que la publication se fasse à 18h, même si automatiquement. Donc ça peut être des outils, on vous donnera un exemple, notamment avec Facebook, pour faire ce petit paramétrage. Communiquer, c'est disposer d'une charte graphique, donc de visuels. Donc ça, c'est important d'avoir une charte graphique qui sera homogène. C'est la signature de l'entreprise pour qu'on puisse vous reconnaître. Donc ça, ce sera important qu'on retrouve tous vos visuels, aussi bien au niveau des logos, des flyers, des affiches, du site internet, quoi. C'est la signature de l'entreprise. Alors, quand est-ce qu'on va communiquer?
on peut très bien communiquer au quotidien, tous les jours. Ça peut être des affiches, des flyers qui sont posés, ou alors faire des coups de com au coup par coup pour faire le buzz, pour attirer l'attention, pour sortir de ce quotidien, notamment lorsque vous allez proposer des produits, des services. Et là, le coup par coup, notamment, c'est typiquement, on entend beaucoup parler de ça pour les grosses sociétés avec la période des soldes, où là, on met le focus sur un événement particulier. Il faudra aussi penser à communiquer lorsqu'on est présent sur des foires, des salons, des boutiques éphémères, d'organiser des portes ouvertes. Une porte ouverte, ça peut être à l'occasion de la création de l'entreprise ou pour fêter les 5 ans, les 10 ans ou X années de l'entreprise. De fêter aussi des inaugurations ou des déménagements. N'oubliez pas de faire un point événement, notamment lorsqu'il y a un déménagement de l'entreprise, parce qu'on a des fois des entreprises qui s'aperçoivent qu'ils perdent leur contact tout simplement parce qu'elles déménagent. Et les gens pensent que lorsque l'entreprise a déménagé, elle n'existe plus, elle a fait faillite ou elle est partie très loin, alors que des fois, elle a bougé de quelques centaines de mètres. Donc, n'oubliez pas, porter une attention particulière à tous les événements pour communiquer là-dessus. Et les supports de communication, on aura 2 types de supports, les supports physiques et les supports numériques. Alors, quels sont les supports physiques? Je vous ai fait une petite liste à l'après-vert, mais bien entendu, cette liste, elle est évolutive. Je ne dis pas qu'il faut disposer de tous ces supports de communication, mais on vous en a listé quelques-uns. Bon, celui qui est indispensable à avoir dans une entreprise, bien entendu, c'est le logo, d'avoir une signature de l'entreprise, donc d'avoir un logo propre à l'entreprise. Je dirais le second support de communication qu'on fait lorsqu'on crée une entreprise, c'est la carte de visite qui est importante. Le flyer, ça peut être un petit dépliant qu'on pourra diffuser dans des boîtes aux lettres ou laisser dans des magasins ou tout simplement dans son entreprise ou mettre à disposition sur des foires, sur des salons. Ça peut être des affiches. Bon, une affiche, un flyer, je dirais d'une taille un peu plus grande. Ça peut être aussi une plaquette de présentation de l'entreprise, une plaquette de présentation des services. Ça, c'est plutôt les supports, on va dire, papier. Ensuite, vous avez toute la partie vitrine, devanture de magasin, enseigne. Ne pas oublier que la vitrine, la devanture, l'enseigne doit reprendre les mêmes couleurs que la charte graphique de l'entreprise pour que les personnes se retrouvent, identifient bien votre entreprise, votre établissement. N'oubliez pas que les véhicules, c'est un support de communication. Le camion, qu'il ait aussi bien un logo ou qu'il soit entièrement neutre, blanc, c'est un support de communication. Ça va dépendre du métier et du message que vous voulez faire passer. Certains peuvent faire le choix d'avoir un véhicule, je dirais, tape à l'œil pour attirer l'attention. Et on peut aussi très bien imaginer des véhicules neutres pour passer incognito, discret au niveau des clients. Ça va dépendre du métier et du message que vous voulez faire passer. Et aussi, le véhicule est important parce que l'état du véhicule peut aussi donner une image du sérieux ou de la propreté ou du soin qu'on peut apporter. Donc, le véhicule est aussi un moyen de communication indirect pour faire passer des messages auprès de la clientèle. Les devis et factures sont aussi des supports de communication qu'il ne faut pas négliger. Il y a des mentions obligatoires à mettre dans les devis et factures. Et pour cela, on dispose notamment d'une plaquette qui est disponible sur notre site internet pour toutes les entreprises du bâtiment. Mais au-delà de ça, le logo que vous allez mettre ou les informations vont faire passer des messages. Donc, ne négligez pas ces supports de communication, les devis factures. Ils vont devoir aussi reprendre la même charte ou le logo de l'entreprise. Et en support de communication physique, on a aussi tout ce qui va être objet publicitaire, tout ce qui va être sponsoring. Ça peut être aussi des moyens de communication de l'entreprise. Bien entendu, là, ça va nécessiter des investissements un petit peu plus lourds à adapter en fonction de l'activité et de la situation de l'entreprise. Alors, pour créer ces supports de communication, si on peut passer par un prestataire. Donc, si vous passez par un prestataire, demandez plusieurs devis pour comparer les offres. Ça, ce sera important de comparer les offres.
et de bien séparer la conception, l'impression, la diffusion, de bien savoir combien ça me coûte, où est-ce que je vais et où s'arrête le travail de chacun. On peut très bien imaginer de concevoir soi-même les outils en interne. Et pour cela, vous avez des outils de conception gratuits, d'autres sont payants. Et notamment, si vous reprenez des photos, des visuels, posez-vous la question des droits d'utilisation, des droits d'image. Je n'ai pas le droit d'aller sur Internet et de reprendre, je dirais, n'importe quelle photo ou n'importe quel logo. Et ça fait notamment l'objet d'un webinaire demain sur tout ce qui est droit d'image, droit d'utilisation des visuels. Mais on peut très bien trouver sur Internet gratuitement des photos libres de droit. Vous pouvez aussi bien entendu prendre vos propres photos et si on retrouve des visuels, il est conseillé notamment d'avoir l'autorisation de la personne et de faire signer ce document. Et si vous mettez des véhicules en photo, essayez, si possible, de flouter les plaques d'immatriculation pour éviter des problèmes d'usurpation d'identité ou autres. Si vous faites vos supports de communication, si vous les faites faire par un prestataire, essayez de disposer des fichiers sources, c'est-à-dire c'est le fichier même qui va permettre de faire une réimpression ou de le réadapter à d'autres formats de publication. Ça doit être négocié dès le départ. C'est un conseil qu'on vous donne, tout simplement parce que peut-être que la société peut aussi disparaître dans quelques temps pour une raison X. Donc, vous n'ayez pas tout à refaire, à tout repayer une seconde fois. Donc, essayez de disposer de ces fichiers sources pour pouvoir les modifier, les faire évoluer. Alors, quels sont les supports numériques? Je dirais il y a 2 supports qu'on va recommander. C'est AI, c'est Adobe Illustrator, qui est un logiciel, un format propriétaire. C'est un peu Illustrator, c'est un peu la référence dans le domaine de l'infographisme des professionnels. Ça peut être aussi au format SVG. Ce sont des formats, ce qu'on appelle vectoriels. On pourra adapter les visuels à la taille qu'on veut. Si on ne peut pas le faire au format vectoriel, de le faire au format image. Je vous ai donné 2 formats, le format JPEG ou le format PNG, mais surtout en haute définition pour pouvoir permettre une réutilisation ultérieure et éventuellement au format PDF. Mais s'il y avait un format que je privilégierais en premier, c'est le format Illustrator. Même si vous n'avez pas les outils pour les modifier, un autre prestataire pourra le faire. Donc ça, je dirais, c'est important. Lionel, est-ce que tu as des remarques ou des questions sur cette partie? Pour l'instant, tout va. Je réponds en direct. Je joue un peu au maître du temps. Il est 9h20, Thierry. Eh bien, merci. On va poursuivre. Quels sont les logiciels ou applications de conception? Tout ce qui va être dessin vectoriel. Alors, pour faire simple, le dessin vectoriel, c'est un format qui va permettre de l'agrandir sans perte de qualité. Le logiciel que je citais tout à l'heure, c'était Adobe Illustrator. C'est un logiciel professionnel, c'est la référence. Vous pouvez avoir un logiciel qui va être Inkscape, qui est un logiciel gratuit. Alors gratuit ne veut pas dire facile, pas forcément dire facile à utiliser, hein. Que ce soit Illustrator ou Inkscape, il faut avoir des notions de conception, mais ça peut être 2 outils utilisés pour faire son logo, des visuels, des plaquettes, des affiches, quoi, tous les supports qu'on a présentés tout à l'heure. On a aussi des logiciels de retouche d'images. Alors, la référence dans le domaine professionnel, c'est Photoshop, Adobe Photoshop, bien sûr, qui est payant. Mais vous avez des outils qui sont gratuits. Exemple, GIMP, Photofiltre, qui permettent de faire beaucoup, beaucoup de choses en retouche d'images. Et un petit outil, je dirais en ligne, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle PhotoPEA, qui va permettre de faire de la retouche d'image et même de modifier ou de faire des fichiers au format Photoshop gratuitement avec PhotoPEA. C'est une application en ligne, donc il est obligatoire d'avoir une connexion Internet. Et un outil de conception, alors là, je dirais, c'est un petit peu le couteau suisse au niveau de la conception, c'est Canva ou Canva. C'est un site internet. On va être capable de faire des affiches, des flyers et un outil qui propose énormément d'options gratuites et qui va permettre de faire évoluer les outils parce qu'on peut très bien partir d'une affiche et garder ce visuel pour en faire ensuite une publication Facebook
ou une carte de visite ou différents autres outils de communication. Et avec Canva, on va être capable de sortir des supports au format physique, papier, affiche, ou des formats ou des fichiers au format numérique comme des logos ou des publications pour mettre sur Facebook ou Instagram. Alors, ensuite, on a vu tout ce qui était support physique. On va passer maintenant à tout ce qui est support numérique. Déjà, pour faire de la communication de son entreprise, on pense tout de suite à être présent sur le web. On peut vous accompagner et il y a un outil qui est gratuit. On peut être présent en première page de Google, même sans site internet. C'est tout simplement avec Google My Business et c'est un outil qui est entièrement gratuit. Je vous ai fait un imprime écran. J'ai fait une recherche. Par exemple, je cherche une boulangerie à Brest et vous avez du jour constaté des fois qu'on a des cartes comme ça qui apparaissent sur Internet avec une carte des points. Et pour être présent sur ce site, de cette manière-là, c'est entièrement gratuit. C'est Google My Business. Comment il faut faire? Il faut déjà créer un compte Google, c'est gratuit. Alors, soit vous avez déjà une adresse Gmail ou vous créez un compte. Vous n'êtes pas obligé de recréer une nouvelle adresse mail. On peut créer un compte avec son mail actuel. On va géolocaliser son établissement sur une carte, c'est-à-dire qu'on va positionner dans une rue précisément son établissement. On va renseigner sa fiche de son entreprise. On va pouvoir identifier les coordonnées, le téléphone, le site internet, rajouter des photos de ses produits ou des services qu'on propose. Avant que Google puisse vous publier votre entreprise sur Internet, ils vont vous valider. Il y aura une étape de vérification, de validation. Ça peut se faire par SMS, par mail, mais souvent maintenant, ça se fait par l'envoi d'une carte postale, un courrier papier à l'adresse que vous avez identifiée dans la géolocalisation. Vous avez un code. On se reconnecte sur Internet et ça permet de valider votre fiche et vous êtes présent automatiquement sur Internet. Et ça, c'est gratuit. Je dirais tous les artisans devraient déjà avoir cette fiche Google My Business. Et pour cela, on vous a réalisé un petit tuto que vous pouvez télécharger sur notre site internet artisanat-bfc.fr informatique. Et là, vous allez retrouver le petit tuto qu'on a fait pour se géolocaliser gratuitement sur Google My Business. Ensuite, lorsqu'on parle de communication, on évoque souvent le site internet. Alors, pour un site internet, il faut identifier 4 grandes étapes pour réaliser un site internet. Il y a la première étape qui va être la création du site internet. Donc, de bien se poser la question, est-ce que le site internet, je vais l'acheter ou je vais le louer? Est-ce que je serai propriétaire? Quelles seront mes fonctionnalités? Est-ce que je souhaite, par exemple, avoir une boutique de vente en ligne? Et surtout, est-ce que j'aurai la main? Ça, c'est très, très important. Alors, pour créer son site internet, il y a des outils gratuits. Il y a Joomla, il y a PrestaShop, il y a Drupal. Vous avez aussi entendu parler de WordPress. Et pour pas qu'il y ait de soucis, allez bien sur le site wordpress.org qui est entièrement gratuit. Vous avez wordpress.com qui propose aussi la mise en la conception, la configuration gratuite. Mais ensuite, lorsqu'on veut des fonctionnalités un petit peu plus poussées, ça devient payant. Vous n'avez pas la main et ça peut vous coûter très cher. Donc, si vous souhaitez des outils gratuits, on vous conseille les 4 qu'on vous a identifiés, et notamment WordPress et PrestaShop, permettent de faire des boutiques en ligne sans surcoût supplémentaire par mois. Ça permet de faire des boutiques directement en ligne. Il existe aussi des outils payants, j'en ai pas nommé particulièrement, mais lorsque vous partez sur des outils payants, de vérifier le coût mensuel, annuel et la durée d'engagement pour lequel vous allez souscrire. On a des fois des offres qui peuvent nous paraître alléchantes à 150, 200 euros par mois et vous signez des contrats de 4 ans, ce qui fait des sites qui coûtent très très cher au final et parfois n'apportent pas, il n'y a pas forcément un retour sur l'investissement que vous avez pu engager. Ensuite, lorsqu'on a créé son site internet, il va falloir l'héberger et avoir un nom de domaine. Un nom de domaine, par exemple, c'est www.artisanat-bfc.fr. Il n'y a qu'une seule structure qui peut avoir ce nom de domaine.
Donc l'hébergement, en gros, c'est un ordinateur qui va être allumé 24 heures sur 24, 365 jours, où on va déposer les fichiers de son site internet pour que tout le monde puisse se connecter et aller le visiter. Donc vérifiez les coûts sur plusieurs années. Il y a différents hébergeurs. On vous incite plutôt à faire appel à un hébergeur français parce que c'est la réglementation française qui va s'appliquer. J'ai fait mon site internet, il est en ligne. Ensuite, on parle du référencement. J'en ai évoqué un petit peu tout à l'heure avec le référencement. Je vous ai fait voir qu'on pouvait être présent sur Google gratuitement. Il faut savoir que pour les référencements, il y a énormément de choses à faire gratuites. Et quand vous aurez fait tout ce qui est gratuit, que ça ne suffit pas, on réfléchira à des prestations payantes. Mais surtout, de commencer par des choses payantes. Déjà, la première chose, ça va être de soumettre son site à Google. Ça, c'est gratuit. Il y a une petite astuce pour le faire. C'est gratuit, mais il faut le faire. Mentionner son nom sur tous les supports de communication. Devis, facture, carte de visite, flyer, affiche, carte cadeau, carte de fidélité, tous les supports de communication. Au niveau de la chambre de métier, par exemple, on peut vous accompagner pour réserver le nom de domaine, le mettre sur votre carte de visite et prévoir la création du site internet dans quelques mois ou dans quelques semaines, mais on peut vous accompagner gratuitement pour le faire. C'est aussi de faire connaître son site internet, d'en faire la promotion, sur tout ce qui est réseaux sociaux, annuaires d'entreprise. N'oubliez pas de mettre votre site internet dans la signature de votre mail. C'est de la communication au quotidien, au quotidien. Et la dernière étape, la mise à jour du site internet, c'est d'aller modifier les informations, d'identifier les nouveaux produits, les nouveaux services, de faire vivre le site. Et tout ça, c'est de la communication et de le faire savoir à vos contacts. Les supports numériques, bien entendu, les réseaux sociaux. J'en ai cité deux, j'en ai identifié deux, je vous en projette deux, donc Facebook et Instagram, mais on a aussi d'autres comme TikTok, LinkedIn. Ça peut être aussi d'être présent sur des forums de discussion. Ça permet aussi de faire connaître l'entreprise. Donc surtout, lorsqu'on est présent sur des réseaux sociaux, il faudra créer un compte professionnel. Si je prends par exemple de Facebook, une personne physique, elle va avoir un profil, mais il ne faudra pas faire de la communication avec son profil, mais bien faire de la communication au nom de son entreprise. Et pour cela, on va créer une page. Et cette page, elle sera ouverte à tout le monde. Tout le monde pourra voir les informations, alors qu'un profil, on va plutôt le fermer, ou ce sera plutôt réservé que à ses amis. Donc, une entreprise doit avoir une page, et elle est ouverte à tout le monde, et voir aussi plusieurs personnes peuvent administrer, gérer cette page. Une règle sur les réseaux sociaux, c'est de publier régulièrement, alors pas forcément tous les jours, mais régulièrement pour maintenir le contact avec son public. Ne créez pas une page Facebook et mettre 4 publications dans l'année, ça va pas apporter grand-chose. Les gens ne vont pas vous suivre. Portez une attention particulière à la qualité des publications, au message qu'on va faire passer. Ayez toujours un message très clair, une seule info à chaque fois. Si vous avez plusieurs messages à faire passer, faites plusieurs publications et du coup, ça vous permettra aussi d'occuper, je dirais, le temps. Incitez les personnes à interagir, à s'abonner à votre page pour être tenu informé. Alors, ça peut être sous forme de jeux concours, de demander l'avis, voilà. Donc, d'interagir, de créer une dynamique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir aussi programmer ces publications. Et là, vous avez un outil qui s'appelle Creator Studio avec Facebook. Donc, je vous ai mis le lien, mais vous pouvez très facilement avec un moteur de recherche comme Google taper Creator Studio et Facebook. Et là, vous allez avoir accès à votre interface. Vous allez pouvoir paramétrer la publication, à quel jour, à quelle heure je vais publier mes images, mes photos, aussi bien sur Facebook que Instagram, lorsque les deux comptes sont reliés. Les réseaux sociaux, il y a aussi une fonction qu'on connaît pas forcément, c'est sur Facebook, ça s'appelle Facebook ADS. Ça va être de diffuser des campagnes publicitaires. Vous avez dû remarquer sur vos Facebook des annonces publicitaires. Eh ben, c'est une fonctionnalité de Facebook. Donc, ça va permettre de toucher d'autres personnes que mes amis. Et ça va surtout permettre de faire des publications ciblées, c'est ce que je parlais tout à l'heure en introduction.
Donc, on va définir un objectif. L'objectif, ça, par exemple, c'est d'inciter les gens à télécharger une application, à regarder une vidéo, à aller visiter mon site internet, à s'abonner à ma page, à effectuer un achat, à s'inscrire à une liste, voire beaucoup d'autres possibilités. Donc, l'important avec Facebook ADS, c'est qu'on va maîtriser son budget communication. C'est vous qui allez définir le montant maximal de la communication. Exemple, moi, je souhaite mettre 30 € pour communiquer sur un produit, un service, et on va payer soit à 1000 impressions. Une impression, c'est à chaque fois que ça s'est affiché sur un téléphone, sur un profil d'une personne. Soit on paye à 1000 impressions, ou alors on paye au clic, c'est-à-dire qu'on va payer uniquement si la personne clique dans ma publication. Exemple de publication qu'on vous a mise. Au niveau de l'équipe de la Chambre de métier, on travaille sur la plateforme Artisan-BLC, qui est un marché de Noël virtuel. Et c'est une publication qu'on a notamment diffusée sur Facebook. Et on avait ciblé du 1er au 15 décembre. Et on avait ciblé tous les gens qui habitent en Bourgogne-Franche-Comté, qui ont entre 20 ans et 65 ans et plus, et qui ont un centre d'intérêt dans l'artisanat et ou dans le secteur ou dans les types Noël. Donc Facebook permet d'aller cibler des gens sur des lieux particuliers. Alors on peut même cibler à la commune ou dans un rayon de, par exemple, de 10 km, 20 km autour de chez moi. On peut cibler par des tranches d'âge très précises. On peut cibler aussi sur le genre, homme-femme, et sur des centres d'intérêt. Et ces centres d'intérêt, en fait, sont déterminés par Facebook de par notre comportement, le type d'amis, par rapport à nos amis, par rapport à nos centres d'intérêt. Donc, Facebook va publier en fonction des centres d'intérêt que vous avez. Donc, d'où la question ou le point que j'évoquais en introduction, le profil de mes clients. On peut très bien imaginer plusieurs campagnes de publicité avec des visuels différents en fonction des hobbies, des tranches d'âge ou du profil des personnes que je souhaite cibler. On peut aussi diffuser des outils, créer sa chaîne de vidéo. Je pense à YouTube ou Dailymotion. C'est un support de communication. Si vous diffusez sur YouTube, n'oubliez pas en introduction ou au début ou à la fin de mettre votre petite signature, de mettre l'adresse de votre site internet, de votre Facebook éventuellement, pour qu'on puisse qu'on puisse vous recontacter ultérieurement. Ça peut être aussi de diffuser sur des écrans télé dans un local, exemple dans une boutique, dans un salon, dans des foires. C'est des outils qui vont être gratuits. Alors, ça peut être tout simplement la clé USB qu'on va connecter à notre écran et on fait défiler un diaporama en boucle. Ça peut être aussi une connexion Internet avec un ordinateur ou un petit boîtier, un petit Raspberry par exemple. Et là, on va diffuser des informations en ligne et on pourra même faire une administration à distance. Exemple, la vidéo, l'image qu'on vous présente sur la présentation, c'est un écran dans un local de la chambre de métier où on diffuse des publications et on peut gérer à distance ces informations. Et ça, c'est des outils qui sont entièrement gratuits et ça permet d'avoir des choses qui sont dynamiques dans un lieu, qui vont plutôt attirer l'attention qu'une simple affiche qui serait statique dans mon local. Tout à l'heure, on avait parlé du fichier clientèle. C'est l'envoi de mails. Alors, n'oubliez pas, lorsqu'on vous envoie un mail professionnel, de porter une attention particulière à la signature. La signature, c'est ce qui est en bas de page. Donc, de bien signer vos mails. Et pour envoyer un mail, vous avez essentiellement 3 champs. Le champ A, CC et CCI. Alors, pour information, lorsqu'on utilise le champ CC, c'est copie carbone ou copie conforme, c'est-à-dire que toutes les personnes qui seront destinataires du mail, aussi bien en A qu'en CC, se voient. L'avantage du champ CCI, c'est copie carbone invisible, c'est-à-dire que ceux qui vont être dans la ligne CCI vont recevoir le mail, mais ne verront pas les autres destinataires. Donc, lorsque vous allez utiliser des envois, je dirais en nombre, auprès de vos contacts, pensez à utiliser le champ CCI. N'utilisez pas le champ ASCC, parce que là, vous êtes en train de diffuser votre fichier clientèle à vos contacts. Et pareil, en termes de sécurité de données, de RGPD, ce n'est pas du tout conforme. Lorsque vous envoyez un mail, toujours mettre un destinataire en A,
et par exemple, quand vous envoyez un mail à plusieurs personnes, mettez-vous en A, vous mettez vous-même, vous écrivez à vous-même et vous mettez en CCI tous vos destinataires. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant lorsqu'on va envoyer 10, 20, 30 mails. Si vous devez envoyer beaucoup plus de mails, là, il va falloir utiliser des outils un petit peu plus spécifiques parce que le risque, c'est d'être spammé ou d'être blacklisté, d'être mis dans les indésirables. Donc pour cela, on a des outils qui permettent de faire des envois en nombre et on a un outil, par exemple, qui s'appelle Sendinblue qui permet d'envoyer 300 mails gratuitement par jour. Donc, si vous avez un fichier de 600 mails, vous faites un envoi aujourd'hui et puis un envoi demain. Donc, Sendinblue, ça permet d'envoyer 300 mails gratuitement par jour. Ça fait des présentations, je dirais, professionnelles. Où on peut mettre des visuels, on peut mettre des liens vers des produits spécifiques de votre boutique. Par exemple, si vous voulez vendre mettre à l'honneur des produits. Vous avez des équivalents, hein, j'en ai cité d'autres, je vais en citer d'autres comme Mailjet, Sarbacane, Oxemis. Et à quelle occasion on pourrait envoyer un mail? Parce qu'on ne va pas envoyer un mail tous les jours ou toutes les semaines, parce que le risque, c'est de lasser ses clients, ses contacts. C'est par exemple d'envoyer un mail en début d'année. Donc, profitez de ce début d'année pour envoyer un mail à tous vos contacts pour leur souhaiter les vœux et tout simplement, je dirais, renouer ou garder du lien avec eux. Et en fait, en gros, leur souhaiter les vœux puis dire un petit coucou, j'existe. Et si vous avez besoin de moi, sachez que je suis là et que je peux vous apporter un produit, un service en fonction de votre secteur d'activité. Lionel, est-ce que tu as des questions? Eh bien là, tout de suite, non, j'ai répondu, tu as répondu en direct, tout se passe bien. J'ai une question qui revient assez fréquemment, mais c'est plutôt sur le côté technique. Est-ce qu'on pourra leur donner notre support de webinaire, soit par mail, soit par téléchargement, soit par replay? Je te laisserai répondre tout à Je vais répondre tout de suite. Demain, vous allez recevoir un mail automatiquement et dans ce mail, il y aura un lien pour aller télécharger cette présentation. Parfait. Voilà. Alors justement, c'était un petit peu la suite. Comment est-ce que la chambre de métier peut vous accompagner après cette présentation? On peut vous accompagner notamment pour définir une stratégie de communication. Nous sommes plusieurs chargés. Il y a un chargé de mission dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté et on peut vous proposer gratuitement de faire un diagnostic numérique de l'entreprise, c'est-à-dire de faire le point sur le numérique dans l'entreprise et d'établir ensemble, pourquoi pas, un plan de communication, une stratégie de communication. Vous avez vu que c'était très large, ça peut aller aussi bien du support physique jusqu'au support numérique, création de site internet. Donc, on peut faire le point gratuitement avec vous au niveau de la communication. On peut aussi vous accompagner pour la création d'un site internet, tout ce qui est nom de domaine, hébergement. On peut vous accompagner pour tout ce qui va être réservation au niveau d'un hébergeur. Ça peut être la réalisation d'un cahier des charges pour créer son site internet. Alors, le cahier des charges, c'est une étape qui est importante dans la création du site internet, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se poser et on va définir ce qu'on veut faire avec le site internet. Quels outils, quelles options je vais avoir besoin? Est-ce que je veux faire une galerie photo? Est-ce que je veux une boutique en ligne? Est-ce que je veux le paiement sécurisé? Est-ce que je veux le click and collect? Tout un tas de choses. On va se poser et de bien définir le cahier des charges qui va nous permettre ensuite de gagner du temps et de faciliter la réalisation du site, que ce soit fait aussi bien soi-même, en formation ou par un prestataire. On peut aussi vous accompagner toujours gratuitement sur l'audit de site internet. Une fois que le site internet est en ligne, on peut faire un petit audit du site et puis de vous faire un point sur le site internet, notamment au niveau du référencement. Est-ce qu'on arrive à vous trouver? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres trois petites choses qu'on aura oubliées? Et puis, est-ce qu'on a bien pensé à faire notre plan de communication comme quoi notre site internet était bien en ligne? On peut vous accompagner, je dirais même d'une façon un peu plus générale, sur le numérique en général, pour la prise en main d'outils numériques. Alors, je dirais là, ça va être à la carte en fonction de nos compétences. Nous intervenons sur l'ensemble du département les départements de Bourgogne-Franche-Comté. On travaille en relation entre nous.
Et lorsqu'on, ce sera avant, bien sûr, de faire l'accompagnement, on vérifiera bien qu'on est dans nos capacités de vous répondre par rapport à vos questions. Ou alors, si on ne peut pas y répondre, de vous orienter vers les bonnes personnes, les bons interlocuteurs. On propose aussi de l'information en présentiel, sous forme d'ateliers numériques. Exemple, Google My Business, présentation sur le logiciel gratuit, Chorus, tout un tas d'ateliers qu'on propose en présentiel dans nos locaux lorsque les conditions sanitaires, bien entendu, nous permettent. Mais ça peut être aussi l'organisation de visioconférences comme nous sommes en train de le faire ce matin. Et là, un site internet où on liste tous les webinaires qu'on organise, aussi bien sur le numérique, la création d'entreprise, le développement durable, le bâtiment, l'apprentissage, tous nos webinaires. Vous avez un site internet où vous allez pouvoir les retrouver et vous inscrire gratuitement. Alors, tous ces accompagnements sont gratuits, tout simplement parce que nous sommes financés par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et aussi par l'État dans le cadre du plan de relance. C'est à ce titre-là que nous pouvons vous accompagner gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et on propose aussi des formations. Alors, ça peut être des formations en présentiel. Donc là, c'est animé soit par nous ou par des prestataires extérieurs. Ça peut être des formations sur la création de sites internet, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai repris les principales formations par rapport à la communication, mais il y en a bien entendu beaucoup d'autres. Et vous recevez pour cela un catalogue où il y a liste toutes nos formations. N'hésitez pas à nous solliciter. Ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est que nous proposons des formations à distance. Alors, pas une journée complète parce que c'est lourd en visioconférence, mais sous forme plutôt de demi-journée. Et notamment des formations sur Canva pour faire des outils de conception de visuels, de communication. Donc, l'outil gratuit Canva ou l'outil que je vous ai présenté, pareil, tout à l'heure, Soundinblue. Voilà, donc c'est ces deux outils Canva propose en formation à distance. Et notamment, Canva est prévu, si je ne me trompe pas, le 18 et 20 janvier, une formation à distance. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter. Et donc là, je vous présente la carte de toute l'équipe Bourgogne-Franche-Comté, de tous les collègues qui interviennent sur la région. Donc, Lionel qui est dans le Jura, David Ritten, territoire de Belfort et le Doubs, Muriel Siri dans la Haute-Saône, Pascal Borto en Côte-d'Or, Margot Magnien en Saône-et-Loire, Mélodie Le Pomelec dans la Nièvre et moi-même dans le 89. Voilà.